La voiture fantôme, une nouvelle extraite de Morphose, un recueil par Mathieu Fortin. Je n'avais jamais emprunté la route entre Vallée-Rouge et Saint-Édouard, la nuit tombée, jusqu'à aujourd'hui. Je reviens d'un voyage d'affaires au lac Saint-Jean. Je suis allé visiter une usine qui utilise un nouveau système de filtration. Quand je suis revenu au début de la soirée, la route entre Vallée-Rouge et Chambord était fermée et remplacée par un détour qui remontait vers l'est. J'ai compris beaucoup trop tard que le détour allait m'amener à emprunter la route maudite. Je n'ai pas eu le choix. Je me suis traité d'imbécile des dizaines de fois, d'autant plus que le détour m'avait fait perdre une précieuse quantité d'essence. Moi qui, par avarice, avais refusé de faire le plein au lac Saint-Jean, où l'essence coûtait 4 cents de plus le litre. Je roulais dans les courbes et les vallons du chemin de Saint-Édouard, nerveux, stressé, quand, au détour d'un virage, je l'ai vue. Une voiture stationnée sur le bas-côté de la route, avec pour seule lumière la veilleuse du tableau de bord. Cette voiture, je ne l'avais jamais rencontrée personnellement. Mais je l'ai reconnue. Elle hantait déjà mes cauchemars, depuis longtemps. Je m'étais toujours demandé ce que je ressentirais en revenant m'établir dans ma ville natale. De revoir les grandes forêts, la rivière majestueuse, les montagnes s'étendant à l'infini. 10 ans que j'étais parti pour mes études en génie chimique, et c'est fraîchement diplômé que j'étais revenu à Vallée-Rouge, engagé au contrôle des qualités à l'usine de papier, qui change de nom tellement souvent que je serais incapable de nommer même la moitié de ceux qu'on lui a donnés. Bien sûr, retrouver la familiarité des lieux et la vie tranquille et paisible que l'on mène ici m'avait permis de comprendre que la région m'avait manqué. Les promenades en raquettes, les randonnées en motoneige, le patin sur la rivière gelée. J'adorais marcher pendant des heures dans la forêt, seul avec la nature si belle, figée dans son manteau d'une blancheur immaculée. Au cœur de toutes ces retrouvailles, c'était avec une joie immense que j'avais repris contact avec mes vieux copains perdus de vue, avec qui la complicité d'antan s'était rétablie autour de notre première bière. Nous avions pris l'habitude de nous réunir au 5 à 7 du principal bar de Vallée-Rouge, la Brassée. Presque tous mes amis étaient revenus habiter Vallée-Rouge. Caroline avait fait une technique en santé animale et travaillait dans une ferme sur la route entre Vallée-Rouge et le lac Saint-Jean. Jack avait fait un DEP en pâte et papier et travaillait lui aussi à l'usine. Charles avait étudié en foresterie et passait ses longues journées dans les bois, à cueillir des échantillons ou à compter des arbres. Il enseignait aussi à la polyvalente aux aspirants forestiers. Ludovic et Chantal étaient partis s'établir ailleurs et ne passaient qu'en coup de vent lorsqu'ils daignaient visiter leurs parents. L'accident est arrivé un soir de printemps. Je rentrais à pied vers la maison de mes grands-parents, que j'avais achetée car située presque en face de l'usine. Une courte manche d'au plus 5 minutes, mais qui me permettait de respirer de l'air pur, à peine entaché par l'odeur des déjections de l'usine. J'arrivais à la maison quand j'ai entendu le téléphone sonner. À cette heure tardive, c'était surprenant. Aussi me suis-je précipité vers le combiné. Dès que j'ai eu décroché, j'ai entendu la voix de Charles, surexcité. « Tu me croiras pas, mec. »« Qu'est-ce qui se passe? »« Je reviens de Saint-Édouard. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais je suis poursuivi par une voiture de police fantôme. » L'histoire qu'il nous avait racontée 12 ans auparavant m'est revenue en mémoire comme un coup de poing en pleine gueule. J'étais assis sur le sol poussiéreux de la vieille bâtisse qu'on appelle encore aujourd'hui l'École des Indiens. Le bâtiment en briques brunes avait servi dans les années 50 à l'éducation des Amérindiens envoyés s'instruire en ville. Malgré les multiples vocations successives de la place et son état désaffecté depuis plus de 10 ans, la bâtisse était demeurée dans l'imaginaire collectif l'École des Indiens, lieu de réunion illégale des ados de Vallée-Rouge. Entré par l'une des fenêtres du sous-sol, dont la vitre était brisée, comme des générations d'adolescents l'avaient fait avant nous, nous avions joué de la guitare en chantant à tue-tête, à la lueur des bougies, puis fumé un joint et bu quelques bières. Comme la lune, aperçue par une des fenêtres donnant sur notre bivouac improvisé, était haute dans le ciel, Charles avait annoncé « J'ai une histoire à vous raconter. » Jack l'avait hué, comme il avait l'habitude de le faire, encouragé par Ludovic. Mais Charles, armé de son indéfectible flegme, lui avait répondu « Va chier, connard.
avant d'enchaîner par « C'est mon père qui me l'a contée, celle-là. Vous allez l'adorer. » Cette phrase avait capté mon attention. Charles savait que je raffolais des histoires de peur. C'était facile. J'avais toujours un bouquin de King entre les mains. Mon film préféré était It, malgré les mauvais effets spéciaux. L'idée que des enfants aient fait fuir un monstre sanguinaire venu d'une autre planète et déguisé en clown me fascinait. Peut-être que le fait que j'étais un petit gros qui bégayait m'avait aidé à m'identifier aux personnages principaux du récit. Jack s'était tu et Caroline avait murmuré en se penchant vers l'avant « Qu'est-ce qu'il t'a raconté, ton père? » J'avais la chair de poule. Chantal s'était rapprochée de moi jusqu'à ce que nos mains se touchent. Il m'a dit que Tommy Richardson et Marie-Claire Petitguay, sur la route entre Vallée-Rouge et Saint-Édouard, ont été pris en chasse par une voiture de police banalisée, une voiture fantôme. Un frisson s'était glissé sur mon échine comme la main glacée d'un spectre. Ils ne se sont pas arrêtés, car Marie-Claire était en train d'accoucher. Ils se sont dit que la police comprendrait en arrivant à l'hôpital. Quand ils sont arrivés en ville, la voiture banalisée s'était évaporée, comme si elle n'avait jamais existé. Jack avait éclaté de rire et avait dit à Charles « Voyons, connard, tu sais bien que ça se peut pas, un char qui disparaît de même. » À ce moment, du bruit au bout du couloir nous avait fait tourner la tête, juste à temps pour apercevoir la lueur d'une lampe de poche au loin. « Merde, les bœufs !» avait juré Caro entre ses dents. « Vite, on se pousse !» Nous avions soufflé les bougies en vitesse, puis ramassé les 2 guitares. En quelques minutes et 2 embranchements de corridor, nous quittions l'école des Indiens. Éclairés par la lumière crue et trop blanche de la lune, nous avions couru jusqu'à la rue Saint-Michel, où nous attendaient nos vélos. Tandis que Caroline et Jack s'en retournaient vers le petit lac Saint-Joseph et les appartements de leurs parents respectifs, et que Ludovic et Chantal disparaissaient dans la maison de leurs parents, en face de l'école des Indiens, Charles et moi roulions, guitare en bandoulière dans le dos, vers l'usine de papier de la rue Tessier, où habitaient mes grands-parents, chez qui nous avions établi notre campement pour la fin de semaine. À défaut de pouvoir camper dans la forêt, la grande cour de mes grands-parents remplissait admirablement bien le rôle du territoire sauvage. Arrivé dans la tente, j'avais demandé à Charles « C'est vrai cette histoire? » C'est ce que mon vieux m'a dit que Tommy lui avait raconté. La voiture est disparue comme ça, sans laisser de traces. Ouais, imagine-toi s'il s'était arrêté. Penses-tu que c'était un fantôme? Un esprit? La chair de poule encore, et le frisson, malgré l'épaisseur de la rembourrure de mon sac de couchage. J'aime mieux pas trop y penser. 2 lightsticks vert fluo, attachés au plafond de la tente, produisaient un éclairage glauque qui m'empêchait de dormir, même lorsque je fermais les yeux. La respiration de Charles s'était faite régulière, et je m'étais endormi quelques minutes après lui. Je m'étais réveillé en pleine nuit, en poussant un hurlement, la tête encore pleine des images de mon dernier rêve. Une voiture banalisée me poursuivait sur le chemin de Saint-Édouard, et je manquais d'essence. Je m'étais redressé, le souffle court, et j'avais aperçu Charles qui me regardait, les yeux ronds. Il avait sué et semblait essoufflé lui aussi. « T'as fait un cauchemar? » La voiture fantôme. Moi aussi. Nous nous étions regardés longtemps avant de prendre une lampe poche, d'enfiler nos souliers et de filer vers la maison de mes grands-parents. Sylvain, tu dis rien? Je sais pas quoi te dire, Charles. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas trop. Tu te rends compte? Si c'était la voiture fantôme, tu vas pas t'arrêter? Je sais vraiment pas, mec. J'ai envie de tenter ma chance, de vérifier. Tu te rends compte? Si c'est vraiment la voiture fantôme, je veux savoir qui la conduit. Tu devrais pas niaiser avec ça. Voyons, Saint-Pierre, t'es vraiment peureux? Bon, moi on m'a appris que quand t'as la police au cul, tu t'arrêtes si tu ne veux pas être encore plus dans la merde. Laisse ton téléphone ouvert, je veux entendre ce qui va se passer. J'avais les tripes toutes tordues et le cœur qui se débattait. Qu'allait-il se passer? Bon, je suis arrêté sur l'accotement, la voiture s'est stationnée derrière moi. Tu vois le policier qui descend? Je suis aveuglé par ses phares. Tout ce que je vois, c'est l'alternance des lumières rouges et bleues qui donnent une drôle de teinte aux arbres. À part ça, je vois rien dans le miroir de côté. Je vais baisser ma fenêtre. J'ai entendu le bruit de la fenêtre qui descendait, puis la voix de Charles qui reprenait. « Ah, monsieur l'agent! » J'ai ressenti un immense soulagement. Il s'était seulement fait arrêter. « Monsieur l'agent? » J'ai perçu l'interrogation dans sa voix. « Que? Fuck! C'est quoi cette merde? » Charles criait sans arrêt.
J'ai hurlé dans le téléphone, lui ordonnant de redémarrer, de s'en venir en ville le plus rapidement possible, de se sauver jusqu'à ce que la voiture banalisée disparaisse. Il était trop tard. Charles avait été pris par la voiture fantôme. J'ai raccroché, appelé la police et raconté l'histoire, dans les ordres, je pense, mélangeant la soirée dans l'école des Indiens et ce qui venait d'arriver à Charles. Plus tard cette nuit-là, les policiers ont trouvé la voiture de Charles, le siège avant déchiré en plusieurs endroits et taché de sang frais. Aucune trace de mon meilleur ami. J'étais démoli. Pour sauver ma raison, j'ai fait des recherches. Sur la route entre Vallée-Rouge et Saint-Édouard, c'était la 10e disparition dans le même genre. Je suis allé parler à Tommy Richardson et Marie-Claire Petitgué, qui m'ont raconté leur histoire après avoir envoyé leur fils de 12 ans jouer dehors. Tommy m'a envoyé parler au père Poitras, le vieux religieux qui habite encore dans l'ancien petit monastère, un peu au nord de la ville. Il m'a dit « Le vieux Poitras pourra t'aider à comprendre ce qui s'est passé. » Tous ces souvenirs n'ont duré qu'un instant. Dès que je la dépasse, la voiture démarre et me prend en chasse. Je vois dans mon rétroviseur l'alternance des lumières rouges et bleues situées à l'intérieur de la voiture. Il ne me reste qu'une vingtaine de kilomètres avant d'arriver à Vallée-Rouge. Mon aiguille d'essence est beaucoup trop basse. Jamais je n'arriverai avant de manquer de carburant. J'appuie sur l'accélérateur. Je ne veux pas finir comme Charles et les autres avant lui, enlevé en ne laissant qu'une flaque de sang comme témoin. Quand le moteur hoquette par manque de carburant, un immense frisson me parcourt l'échine. Je me range sur le bas-côté. La voiture s'immobilise derrière moi. La portière s'ouvre. Le père Poitras, gras à l'extrême dans sa bure usée par l'âge, les cheveux clairsemés trop longs et le visage rongé par sa barbe hirsute, m'a invité à m'asseoir dans son salon. Quand je lui ai énoncé la raison de ma visite, il m'a regardé un long moment, avant d'aller chercher un vieil album photo dans une bibliothèque près du foyer. Sans un mot, il l'a ouvert, me l'a tendu, et j'ai tout de suite compris qu'il voulait que je regarde l'image d'un homme grand et mince, aux épaules carrées et à la moustache très noire, vêtu d'un costume d'officier de police. Sous la photo, un petit texte découpé dans un journal annonçait « Le sergent Daniel Poitras est décédé hier, alors qu'il patrouillait entre Vallée-Rouge et Saint-Édouard. » À 23h45, il a annoncé qu'il arrêtait une décapotable pour excès de vitesse. Ensuite, plus aucune communication n'a été enregistrée entre l'agent et le standard. Le corps a été retrouvé 2 heures plus tard, criblé de balles. Vous croyez que c'est votre fils qui tue les gens de la route? J'en suis convaincu. Tommy Richardson n'est pas le premier à voir la voiture banalisée disparaître aux abords de la ville. J'ai prié pour que Daniel cesse les massacres, pour qu'il trouve la paix, mais il ne m'écoute pas. Après sa mort, j'ai dédié ma vie à Dieu, dans l'espoir qu'il s'apaise, mais rien n'y fait. Il a tué mon meilleur ami. Je suis sincèrement désolé. Il y a longtemps que je n'ai plus aucun pouvoir sur mon fils. J'ai fait cette route tellement souvent dans l'espoir qu'il m'arrête et m'explique. Maintenant je suis trop vieux, je ne conduis plus. Pourquoi ne vous a-t-il jamais arrêté d'après vous? Peut-être parce qu'il ne veut pas me tuer. Peut-être parce que je n'ai jamais trouvé les bons soirs. Ou parce que je traîne toujours ceci avec moi. Il sort de sa poche un petit sachet de plastique contenant une mèche de cheveux. Qu'est-ce que c'est? La première mèche de cheveux de Daniel. On dit que pour combattre les fantômes, il faut leur rappeler qu'ils étaient vivants. J'aurais pu prendre la route sans le porter sur moi, mais j'en ai toujours été incapable. S'il fallait qu'il m'arrête alors que je ne suis pas en mesure de l'aider, cette mèche est mon talisman. Mais vous croyez que votre fils préfère continuer son existence fantomatique? Je ne sais pas. Peut-être m'évite-t-il, peut-être n'est-il pas prêt à s'en aller, ou qu'il souhaite accomplir quelque chose. Retrouver son meurtrier? C'est possible. La vengeance est un sentiment terrible. Je l'ai quitté en lui souhaitant bonne chance, en espérant qu'un jour, il puisse connaître la réponse. Dans la cour, il m'a rattrapé et m'a tendu le sachet en me disant « Si jamais l'occasion se présente. » Je suis parti sans dire un mot, rangeant la mèche de cheveux dans le coffre à gants de ma voiture. Un officier s'approche de moi. Je descends ma fenêtre et sors du coffre à gants la mèche de cheveux de Daniel Poitras. Lorsque je me retourne vers la route,
Il est là. C'est bien lui. Le policier ouvre la bouche, qui s'étire et laisse paraître d'immenses crocs. Il devient une brume laiteuse, alors que sa bouche immense s'approche de moi pour me dévorer. Je lève la mèche de cheveux. Le brouillard qu'est devenu le sergent Poitras s'arrête. Le patrouilleur reprend sa consistance et me regarde un long moment avant de hocher la tête et de tendre la main. Je lui donne le sachet de ma main tremblante et il s'en retourne vers la voiture banalisée, me laissant haletant sur le bord de la route, le cœur battant la chamade et les mains moites. Dans le rétroviseur, je vois la voiture disparaître, comme si elle n'avait jamais été là. Par terre, il ne reste que le sachet contenant les cheveux. Je ne sais pas pourquoi il m'a laissé repartir. Peut-être la mèche de cheveux que son père m'avait donnée était la clé. Ou peut-être Daniel a-t-il simplement compris que cette série de massacres ne donnait rien. Je ne sais pas. Mais le regard qu'il m'a lancé signifiait qu'il avait compris et qu'il pouvait partir en paix. Après cette nuit, j'ai quitté Vallée-Rouge et je n'y suis jamais retourné. J'ai demandé à être muté ailleurs et l'usine m'a transféré en Suède. Je coule des jours heureux ici. J'ai rencontré Anna et nous avons 2 magnifiques fillettes blondes comme leur mère, aux grands yeux bleus et brillants. Je fais encore des cauchemars, mais ils sont de plus en plus espacés. Mais ce matin, à l'usine, les gars racontaient l'histoire d'un de leurs collègues disparu sur une route perdue, entre 2 petits villages pas trop loin d'ici. Ils ont mentionné le Billarcinen, l'automobile des âmes, une légende semblable à celle que Charles avait racontée cette nuit-là, dans l'école des Indiens. Alors je me suis demandé, et si c'était moi qui avais fait fuir Daniel? Si c'était moi qui avais ce pouvoir? Je m'assure toujours de ne pas circuler sur la route, entre les 2 villages nommés dans la légende. Je me dis que si jamais c'est mon destin d'apporter le repos aux esprits incapables de trouver la paix, alors la vie m'amènera sur cette route, que je le veuille ou non.